Salam alaikum, chers élèves. On va donc continuer la correction nationale bac 2021, matière physique-chimie, deuxième année baccalauréat, sciences physiques, option française. D'accord? L'exercice 2, déjà corrigé, on a traité l'exercice 2, on a arrêté la question, donc la question 3. Dans la question 3. Alors, d'après les données, on éclaire avec une radiation laser ayant une longueur d'onde lambda, une fente fine horizontale de largeur A est égale à 0,06 mm. On observe sur un écran placé à une distance D de la fente un ensemble de taches de direction verticale. La tache centrale a une largeur L, figure 2. On change la distance D et on mesure à chaque fois la largeur L. La courbe de la figure 3 donne les variations de L en fonction de D, c'est-à-dire L en fonction de D. La question 3.1. Établir l'expression de L en fonction de lambda, A et D. Entre parenthèses, θ étant petit, on prend tangente θ presque est égal à θ, on utilise cette approximation. Alors, donc, d'après le schéma simple, donc on représente la tâche centrale de largeur L, mais la demi-largeur L sur 2, et D c'est la distance entre la fente et l'écran, d'accord, très important, parce que la tâche centrale donc est donc sur l'écran, et on symbolise par θ, c'est l'écart angulaire, donc on a un triangle rectangle, on utilise les relations trigonométriques, la tangente θ est égale, l'opposé qui est L sur 2 sur l'adjacente. Alors L sur 2 sur D est égal à L sur 2D. Et puisque θ étant petite, on prend tangente θ est égal à θ. Alors on place tangente θ par θ, on trouve que θ est égal à L sur 2D. Et d'après le cours, on sait que θ est égal à lambda sur A. On a dit que θ est l'écart angulaire. Lambda, c'est la longueur d'onde de la radiation utilisée. A, c'est la largeur de la fente. Donc, on obtient L sur 2T est égal à lambda sur A, alors que L est égal à 2 lambda sur A fois D. C'est la question 3.1. On passe à la question 3.2. En exploitant la courbe L en fonction de D, montrer que lambda est égal à 600 nanomètres. Donc, d'après la relation précédente, on a L est égal à 2 lambda sur A fois D, alors que lambda est égal automatiquement A fois L sur 2D. Donc, on peut utiliser cette méthode. On a deux méthodes. Première méthode, pour D est égal à 200 cm, d'après la courbe de la figure 3, pour D est égal à 200 cm, ça veut dire si on éloigne l'écran de la fente à une distance est égale à 200 cm, on trouve que L est égal à 4 cm, d'après la courbe. On remplace, d'accord? Ce n'est pas la peine de convertir centimètre en mètre parce qu'on va simplifier centimètre par centimètre. D'accord? Alors que lambda est égal à 0,06 fois 10 puissance moins 3, d'accord? Donc fois 4 sur 2 fois 200. On trouve, après un simple calcul, lambda est égal à 6 fois 10 puissance moins 7 mètres. Si on veut convertir en nanomètres, on multiplie 10 à la puissance 9. Rappel, 1 nanomètre est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres, mais 1 mètre est égal à 10 à la puissance 9 nanomètres. On trouve lambda est égal à 600 nanomètres. Donc à la page suivante, la page 6. À la page suivante, la page 6. La question 3.3. On fixe l'écran à une distance de 1 égale à 2 mètres de la fente. Et on remplace la fente par un cheveu fin de diamètre D. On obtient alors avec la même radiation de longueur d'onde lambda, une tâche centrale de largeur L1 est égale à 3 cm. Déterminez le diamètre D du cheveu. Donc toujours on utilise la relation trouvée précédemment. On a L est égal à 2 lambda sur A fois D. Et puisque la radiation reste la même, on n'a pas changé la radiation, c'est-à-dire que lambda reste constante,
Alors la largeur L devient L1 de lambda constante et on remplace A par petit d. C'est donc automatiquement le diamètre de cheveux fois D1. D1 correspond à L1. Alors, simple calcul, on trouve D1 est égal à 2 fois lambda D1 sur L1. Et l'application numérique, on trouve que D est égal à 8 10 à la puissance moins 5 mètres. Ou bien, on peut utiliser D est égal à 80 micromètres. On multiplie 10 à la puissance 6 pour convertir de mètres au micromètre. On passe à l'exercice 3, donc la physique nucléaire, ou bien la décroissance radioactive. Donc, cette partie, donc, concernant, ou bien on va étudier la désintégration du plutonium 238 et l'intérêt de plutonium 238. Toujours je lis l'énoncé devant moi. La désintégration du plutonium 238. Le stimulateur cardiaque, en anglais pacemaker, est un dispositif qui, une fois implanté dans l'organisme, fournit des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques. Ces impulsions permettent d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est trop lent. Certains stimulateurs cardiaques fonctionnent à partir de l'énergie libérée lors de la désintégration alpha des noyaux du plutonium 238. Cet exercice se propose d'étudier un stimulateur cardiaque au plutonium 238. D'accord? Alors, les données. On a les données, un tableau, toujours un tableau, contient les noyaux et leurs symboles. D'accord? Question 1. Écrire l'équation de désintégration alpha du plutonium 238 en identifiant le noyau fils. Alors, on a le plutonium se désintègre en émettant la particule alpha. Alors, on trouve le noyau fils XAZ plus le noyau d'hélium HE42. Et d'après les deux lois de conservation de sodé, donc la conservation des nucléons, de nombre de masse, 238 égale A plus 4, et la conservation de nombre de charges, 94 égale Z plus 2, on trouve que A est égal à 234, et Z est égal à 92. Donc d'après le tableau, le noyau fils est l'uranium 234,92. Alors, on réécrit l'équation des intégrations. Le plutonium 238,94 se désintègre en émettant la particule alpha et le noyau d'uranium 234,92. D'accord? Passons à la question 2. La courbe de la figure ci-contre représente l'évolution de l'activité A d'un échantillon du plutonium 238 présent dans un stimulateur cardiaque. On choisit l'instant d'implantation de ce stimulateur dans l'organisme d'un patient comme origine des dates égales à 0. De 1. Déterminer graphiquement la demi-vie T1,5 du plutonium 238. Alors, on a à l'instant T1,5, ça veut dire à la date de demi-vie T1,5, on a l'activité de l'échantillon égale à 0, la moitié de l'échantillon initial, à 0 sur 2. D'après la courbe, à l'instant t égale à 0, on trouve que A0 est égal à 10 à la puissance 11. D'après la courbe. D'accord? Divisé par 2. On trouve 5 10 à la puissance 10 becquerel. Et d'après la courbe, on trouve, et après la projection, on met 5 10 à la puissance 10, qui est l'activité à l'instant T1,5 sur l'axe des ordonnées, et on projette donc sur la courbe, et après on projette sur l'axe des temps, l'axe des abscisses, on trouve T1,5 égale 88 ans. Passons à la question 2.2. On déduit que la valeur de la constante radioactive lambda presque égale
7,88 10 à la puissance moins 1 en moins 1. Donc, tout simplement, on utilise la relation du cours, qui est lambda fois T1 est égal à Ln2, alors que lambda est égal à Ln2 sur T1 demi. Application numérique, lambda est égal à Ln2 sur 88. Alors, d'après le calcul, on trouve 7,88 10 à la puissance moins 3 en moins 1. D'accord? C'est la question, c'est simple, directement. 2.3. Trouvez le nombre N0 de noyau du plutonium 238 présent à T égale à 0 dans ce stimulateur cardiaque. On prend un an est égal à 365 jours. Donc, on utilise dans ce cas la relation entre l'activité et le nombre de noyaux, mais à l'instant T égale à 0. Alors, on a l'activité à l'instant T égale à 0. L'activité initiale est égale à lambda fois N0, tel que N0, c'est le nombre de noyaux initial existant dans le stimulateur cardiaque. N0 égale à 0 sur lambda, ou bien on peut utiliser T1 demi. On utilise la relation qui est lambda égale à N2 sur T1 demi. On trouve N0 égale à 0 fois T1 demi sur N2. Il faut faire attention aux unités. Donc, dans n'importe quelle relation qui lie l'activité avec la constante radioactive ou bien le temps, la demi-vie ou bien la demi-vie d'un noyau, il faut utiliser l'activité en becquerel, lambda en seconde moins 1, et un demi bien en seconde. Faites attention. Alors, application numérique, A0, d'après la courbe déjà, on a dit que est égal à 10 à la puissance 11 becquerel, T1 demi c'est 88, mais 88 ans, est déjà donné un an est égal à 365 jours, un jour c'est 24 heures, heure c'est 3600 secondes. Sur Ln2, on trouve que le nombre de noyaux N0 existant dans ce stimulateur cardiaque, c'est 4 10 à la puissance 20 noyaux. D'accord? Passons à la page 7. Passons à la page 7. La question 3. On considère que ce stimulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègrent ne dépasse pas 30%. Il faut souligner qu'il se désintègre ne dépasse pas 30% du nombre de noyaux présents dans l'échantillon T égale à 0. Déterminer en nom la durée maximale Tmax du fonctionnement efficace de stimulateur cardiaque. Dans ce cas, c'est facile à utiliser la loi de la décroissance radioactive, c'est-à-dire n de t est égal à 1 sur l'exponentielle moins 1 t, avec n de t c'est le nombre de noyaux restantes dans le stimulateur cardiaque à l'instant t, à un instant t. Alors, n de t sur 1 sur l'exponentielle moins 1 de t, donc les étapes mathématiques. Donc, on fait l'inverse. L'inverse, nt sur 1,0, c'est 1,0 sur nt. Et l'inverse exponentielle moins nt, c'est l'exponent lambda t. On utilise le logarithme népérien. On trouve lambda t égale ln 1,0 sur nt. Alors que t est égal à 1 sur lambda fois ln 1,0 sur nt. On peut remplacer lambda par automatique ln2 sur t1 demi, on trouve t égale à t1 demi sur ln2 fois ln 1,0 sur nt. Ici, nt sur 1,0 est égal à 70%, d'accord? Parce que, d'après les données, que ce nous intègre ne dépasse pas 30%, d'accord? Ça veut dire que ce rapport représente 70%, qui est automatiquement 70 sur 100. Après simplification, on trouve 7 sur 10. Alors, lorsque le rapport est égal à 70%, alors l'instant t prend t max. On remplace t max est égal à t1 demi ln2 fois ln 1,0 sur 1t, c'est quoi? C'est 10 sur 7. Et c'est 1t sur 1,0, c'est 7 sur 10. Mais ici, c'est 1,0 sur nt, c'est 10 sur 7. On remplace t1 demi par 88 sur ln2. Et après un simple calcul, on trouve que t max est égal à 45,3 ans automatiquement. C'est clair? On passe à l'exercice 4. Donc, l'électricité. Les circuits des appareils électriques
utilisés dans plusieurs domaines de la vie courante, sont constitués de condensateurs de bobines, de conducteurs ohmiques, de circuits intégrés, etc. L'objectif de cet exercice est d'étudier la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension, les oscillations électriques non amorcies dans un circuit LC, la modulation d'amplitude d'un signal. Grand 1. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1, constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un condensateur D de capacité C initialement déchargé, un conducteur ohmique de résistance R est égal à 10 3 ohms et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur à un instant choisi comme origine des dates t égale à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe de la figure 2. On représente les variations de la dérivée UC par rapport au temps en fonction de UC. Avec UC étant la tension à un instant T au bord de condensateur et de UC par rapport à DT, sa dérivée par rapport au temps. D'accord? Première question. Montrez que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme la dérivée UC par rapport à DT est égale à moins 1 sur RC fois UC plus E sur RC. Donc toujours l'équation différentielle, on utilise la plupart des cas d'après la loi d'activité des tensions. Alors on a ER plus UC est égal à E. Donc cette équation est valable à chaque instant. D'accord? Avec ER, d'après la loi d'Ohm, est égal à RI. Et on utilise la relation I est égal à C fois D de UC par rapport à DT. Alors ER devient RI. On le remplace par son expression. Donc ER est égal à RC fois la dérivée de UC par rapport à DT. On le remplace dans cette équation. On trouve RC, la dérivée de UC par rapport à DT plus UC est égal à E. D'accord? Simple mathématique, automatiquement, on passe UC, l'autre terme devient moins UC, et on multiplie les deux termes par 1 sur RC, on trouve l'équation différentielle demandée dans l'exercice. La question 2. En exploitant la courbe de la figure 2, montrez que la capacité de condensateur est égale à 12 microfarads. On a deux méthodes. La première méthode est la suivante. Puisque la courbe de la figure 2 est une fonction affine, alors la dérivée UC par rapport à DT est égale, donc une valeur qui j'appelle A, UC plus B, telle que avec A, c'est le coefficient directeur de la droite, qui est égal à delta, la dérivée UC par rapport à DT sur delta UC. On choisit deux points de la courbe, d'accord, très important. Premier point, 1000 avec 0. Deuxième point, 0 avec 12. C'est les points d'intersection de la droite avec les axes du repère. D'accord? Très important, c'est simple. Donc, c'est le coefficient directeur. Après le calcul, on trouve A, le coefficient directeur, est égal à moins 83,33 secondes moins 1. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Dans ce cas, est égal à 1000. Et d'après l'équation différentielle, on trouve que, d'après l'équation différentielle, d'accord, on fait une petite comparaison. Alors, la dérivée, c'est celle-ci, égale UC. Donc, le coefficient moins 1 sur C, ce n'est que le coefficient directeur A. Moins 1 sur R, c'est égal à moins 83,33. On trouve que R, c'est égal à 1 sur 83,33. D'accord? Chers élèves, donc n'oubliez pas d'abonner dans votre chaîne pour découvrir les nouveautés automatiquement, les nouveautés de la physique automatiquement concernant la physique et les corrections des examens et des exercices. Alors, salam alaikum.